Le plan d'une ville, ça peut paraître un peu chaotique, mais en réalité, ce n'est jamais le fruit du hasard. Non, c'est bien plus que ça. C'est un véritable livre d'histoire. Chaque rue, chaque boulevard est une phrase écrite par la technologie et par le temps. Aujourd'hui, on va tenter de déchiffrer ensemble l'histoire de Bruxelles, juste en regardant comment elle a été construite. C'est la question centrale en fait. Pourquoi est-ce que les rues sont toutes sinueuses dans un quartier et puis parfaitement droites dans un autre? Pourquoi cette immense avenue se trouve-t-elle juste là? Eh bien, la réponse se cache souvent dans l'évolution de nos déplacements. Et pour mener cette petite enquête, voici notre pièce à conviction principale, une carte historique de Bruxelles. C'est elle qui va nous servir de guide pour remonter le temps et voir comment la ville a grandi, couche après couche. Alors notre histoire commence au début du 19e siècle. À ce moment-là, Bruxelles, comme beaucoup de villes médiévales, était littéralement prisonnière d'elle-même, enserrée derrière d'énormes murs. Pendant des centaines d'années, Bruxelles était ce qu'on appelle une ville organique. C'est-à-dire qu'elle grandissait de manière assez dense, un peu chaotique, mais toujours à l'intérieur de ses remparts. Ces murs, c'était sa sécurité bien sûr, mais c'était aussi une barrière physique infranchissable. Et puis, voilà l'événement qui change tout. Face à la pression démographique, aux nouvelles idées, la ville prend une décision radicale au 19e siècle. Elle décide de détruire les murs qu'il avait définis pendant si longtemps. C'est un tournant majeur, un moment où la ville va enfin pouvoir respirer. Si on regarde à nouveau la carte, ce qui est fascinant, c'est que la destruction des remparts n'a pas du tout laissé un vide. Au contraire, à la place, on a construit de grands et larges boulevards. L'espace qui était libéré a permis à la ville de s'aérer et de lancer sa toute première grande expansion. Bon, les murs sont tombés. La ville peut maintenant s'étendre. Mais pour ça, il lui faut de nouveaux moyens pour connecter ces différentes parties, pour que les gens puissent bouger. Et attention, on est encore bien avant l'arrivée de la voiture. Mais la ville déjà commence à s'étirer. On voit apparaître la première ligne de chemin de fer, les premiers faubourgs commencent à pousser au-delà de l'ancien centre, et on va même jusqu'à recouvrir une rivière, la Seine, pour créer de nouvelles artères. La ville est en plein mouvement. Bruxelles était en pleine croissance, elle se modernisait, c'est sûr. Mais rien, absolument rien ne l'avait préparée à la révolution qui allait suivre. Et nous voilà au point culminant de notre histoire, l'arrivée d'un objet qui va absolument tout redéfinir, l'automobile. Cette invention va passer du statut de curiosité de luxe à celui de nécessité pour des milliers de gens. Et en faisant ça, elle va littéralement sculpter le visage de la ville pour le siècle à venir. Et ce graphique, il est spectaculaire pour ça. Regardez bien, entre 1930 et 1950, la courbe est quasi plate. La voiture est là, mais elle est rare. Et puis, juste après la guerre, c'est l'explosion. La courbe monte en flèche. Ce n'est plus une vague, c'est une véritable déferlante. On peut même dater assez précisément le début de ce phénomène. Autour de 1958, c'est ce qu'on a appelé le boom de la voiture. Et à partir de ce moment-là, la ville n'a plus le choix. Elle doit s'adapter, et vite. Forcément, cette explosion du nombre de voitures a eu une conséquence directe et massive sur le paysage urbain. La ville a dû se transformer en profondeur pour accueillir ce nouveau mode de vie. La logique est assez implacable. Pour faire circuler toutes ces nouvelles voitures, il fallait de l'espace. Beaucoup d'espace. Et voilà la réponse de la ville, des projets d'infrastructures absolument colossaux. On voit apparaître des viaducs, des tunnels, une deuxième ceinture de boulevards, le fameux ring de Bruxelles. En fait, on a littéralement reconstruit la ville autour de la voiture. Et même le métro, inauguré dans les années 70, est une réponse à cette saturation, une tentative de proposer une alternative. Bon, après tous ces bouleversements, que reste-t-il? Comment est-ce que toutes ces époques coexistent aujourd'hui? Le point crucial à comprendre, c'est qu'on a en réalité deux villes superposées. D'un côté, il y a le cœur historique, la ville organique, avec ses rues étroites, un héritage direct du Moyen-Âge. Et de l'autre, on a la ville pensée et organisée, celle des grands axes, des tunnels et des rocades, conçus pour la vitesse et la fluidité de la voiture. Et si on revient une dernière fois à notre carte, on voit tout ça coexister. Le tracé des anciens remparts est toujours là, mais il est devenu une ceinture de boulevards. Les petites rues du centre sont parfois coupées nettes par de larges avenues. Chaque époque a laissé sa trace, et le plan de la ville, c'est la somme de toutes ces histoires. Tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Si le train puis la voiture ont si profondément sculpté nos villes, quelles sont les technologies qui vont dessiner les villes du futur? Les vélos électriques? Les véhicules autonomes? Le télétravail peut-être? L'histoire de la ville en tout cas est loin d'être terminée.